Merci de nous rejoindre. Donc, vous ne m'avez pas entendu vous présenter nos excuses pour le retard à cause des petits soucis de technique. Je vais vous partager mon écran. Hop. Et on va lancer la présentation. Et là, je vais juste me tourner vers mes collègues pour qu'ils m'assurent qu'on voit bien à l'écran ma présentation. Donc, normalement, tout est bon. On peut partir pour ce webinaire aujourd'hui, qui a pour thématique les principes de réflexion clinique en gériatrie. Donc déjà, pour commencer, 2-3 petits rappels. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat sans attendre la fin de la présentation. J'ai des collègues avec moi dans la salle qui recueillent vos questions au fur et à mesure que vous les posez et on les abordera en fin de présentation. Pensez bien à baisser vos mains levées une fois que vous les avez utilisées en cliquant de nouveau dessus. Et puis, si jamais vous deviez quitter le webinaire en cours de route, merci de bien penser à quitter la vidéo pour que ça ne pose pas de problème pour l'enregistrement du replay. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous proposer qu'on fasse ensemble un petit voyage à l'intérieur du crâne d'un gériatre. Donc, pour les enfants des années 80 comme moi, ça va être en mode l'aventure intérieure. Et pour les plus jeunes d'entre nous, en mode vice-versa. Donc, le gériatre, c'est un médecin qui est spécialiste du sujet âgé. Et il a en effet un mode de pensée spécifique avec lequel il va aborder les situations cliniques de ses patients. La médecine gériatrique, c'est devenu maintenant une spécialité à part entière. C'est reconnu désormais avec une population spécifique et des problématiques bien particulières. Alors, bien qu'il n'y ait pas de réel consensus établi à ce sujet, on considère qu'un patient devient gériatrique à partir de l'âge de 75 ans environ. En pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que le simple fait d'avoir atteint cet âge seuil ne suffit pas. Ce qu'on s'accorde généralement à dire, c'est que les patients gériatriques doivent cumuler un âge minimum de 75 ans et le fait de présenter un certain nombre de pathologies, ce qu'on va appeler la polypathologie. Et c'est ça qui va venir constituer la complexité, la spécificité de la prise en charge en gériatrie. Alors, pour commencer, je vous propose qu'on se penche ensemble sur la notion même de vieillissement. Donc, pour ça, je me suis intéressée aux différentes définitions du vieillissement que j'ai pu trouver. Et alors, si on commence par le dictionnaire Le Robert, le vieillissement, c'est le fait de devenir vieux ou de s'affaiblir par l'effet de l'âge. Ensuite, il y a une autre définition que j'ai trouvée sur le Centre national de ressources textuelles et lexicales. Cette définition, elle nous parle concernant un objet inanimé du vieillissement comme étant l'état de ce qui vieillit, perd de sa fraîcheur, s'abîme, se détériore avec le temps. Et puis d'un point de vue physiologique, le vieillissement, il est défini comme le processus par lequel l'organisme subit un affaiblissement et un ralentissement de ses fonctions vitales. C'est intéressant de noter que quelle que soit la définition qu'on considère, que ce soit lié à un être vivant, à une chose inanimée, à la physiologie, toutes ces définitions, elles comportent une dimension négative de perte, de dégradation liée au vieillissement. Le seul domaine en réalité où j'ai réussi à trouver un abord positif du vieillissement, c'est l'œnologie, où pour le coup, on considère que le vin se bonifie avec l'âge, mais c'est vraiment le seul domaine. Le philosophe Paul Ricoeur, il disait même, il faisait un parallèle entre le vieillissement et une sorte de compte à rebours avant la mort. Je trouvais que c'était une façon très sympa d'aborder les années qui passent. Alors qu'en réalité, si on voulait simplement être objectif et en se plaçant dans une perspective chronologique, le vieillissement, ça ne devrait correspondre qu'au simple fait d'avancer en âge. Bon, ceci étant dit, on ne peut pas franchement être étonné du constat qu'on a fait au travers des définitions si on considère l'agisme un peu dominant qui traverse notre société actuelle. Alors en fait, le vieillissement, ce processus qui accompagne l'avancée en âge, c'est un processus qui est hétérogène. Hétérogène aussi bien au niveau inter-individuel, c'est-à-dire entre les personnes, il va affecter différemment les individus, mais c'est aussi un processus hétérogène intra-individuel, c'est-à-dire qu'il va affecter aussi différemment les différentes parties de l'organisme d'une même personne. Le vieillissement, il présente différentes variantes possibles. Au centre du spectre, on va trouver le vieillissement normal, le vieillissement usuel. C'est celui qui va s'accompagner d'une atteinte modérée de certaines fonctions de l'organisme,
sans impact négatif majeur sur le fonctionnement de la personne ou avec un impact d'installation très progressive. Ensuite, à une des extrémités du spectre, on va trouver le vieillissement pathologique. Celui-là, il est marqué par la survenue de maladies au cours de l'avancée en âge, des pathologies d'organes qui vont venir impacter significativement et de façon négative le fonctionnement global de l'organisme, de la personne et sa qualité de vie. Et puis enfin, à l'opposé du spectre, on a la notion de vieillissement réussi, qui est plus générale. Elle va correspondre à un état de bien-être multidimensionnel, physique, psychique, social, qui se rapproche un petit peu de la définition de la santé qui est proposée par l'OMS. Ce type de vieillissement-là, il n'exclut pas la survenue de maladies, mais avec un impact qui va être ressenti comme modéré sur la qualité de vie perçue par la personne et aussi sur ses capacités fonctionnelles. Et il y a vraisemblablement dans ce type de vieillissement une part de résilience individuelle qui peut venir interférer de manière positive avec le vécu du vieillissement et des événements qui l'accompagnent. Alors, je vous mets, voilà, là, c'est dans la tête. Et si c'était vrai? En fait, il y a plusieurs études qui sont venues poser la question de savoir si le fait de se sentir plus jeune que son âge, ce qu'on appelle un biais de rajeunissement, était un facteur de meilleure santé. Ben, il se trouve que le fait de se sentir plus jeune que son âge chronologique a été, entre autres, associé à une perception plus positive du vieillissement, loin des stéréotypes habituels de la société. Et ça nous inciterait à ne pas nous comporter suivant ces stéréotypes négatifs, justement. Et ce biais de rajeunissement, et donc le fait de se sentir plus jeune que son âge, est également corrélé à une meilleure santé, à un plus fort sentiment de bien-être, ainsi qu'à une résilience plus importante vis-à-vis des événements stressants de la vie. Donc se sentir plus jeune conduirait en fait à adopter des habitudes de vie qui vont venir favoriser un vieillissement réussi, notamment vis-à-vis de l'activité physique, du lien social, et ça va instaurer de cette façon un véritable cercle vertueux. Donc, en gros, plus je me sens jeune, moins je me sens vieux, moins je me comporte comme un vieux, selon les stéréotypes, encore une fois, et plus je vais adopter des habitudes de vie positives, bénéfiques. Donc, je ne peux que vous inviter à changer votre vision de l'âge vraiment dès maintenant, parce que ça peut s'avérer bon pour votre santé. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, à savoir les principes sur lesquels s'appuient les professionnels en gériatrie pour réfléchir face aux situations de leurs patients. Quelles sont les spécificités du raisonnement clinique en gériatrie? Donc, pour commencer, la gériatrie, ça s'inscrit dans une vision globale. C'est une vision globale à différents niveaux, qui commence déjà au plan le plus large, en considérant tous les éléments qui font partie de la vie du patient, toutes ces dimensions, parmi lesquelles la dimension familiale et sociale, c'est-à-dire savoir quel est l'entourage et le tissu social de la personne, tenir compte d'un isolement éventuel, par exemple, de savoir si la personne vit seule, est-ce qu'elle vit avec quelqu'un. Ensuite, il y a la dimension économique et financière, son niveau socio-économique. Il y a une dimension environnementale, qui est de connaître le lieu de vie de la personne, ses moyens de transport, les ressources dont elle dispose. Et puis enfin, la dimension médicale et soignante, connaître les antécédents, le terrain médical, les soins dispensés, les intervenants éventuels. En regardant ce schéma, on comprend assez vite à quel point la gériatrie, c'est un sport d'équipe en fait. En effet, la gériatrie, elle doit se pratiquer à plusieurs, parce que c'est le croisement des regards en pluridisciplinarité qui va permettre de recueillir les informations concernant toutes les dimensions du patient. Et il suffit qu'il manque un des points de vue, généralement présent dans le cadre de la pluridisciplinarité, et à ce moment-là, on prend le risque de passer à côté d'un élément essentiel de l'accompagnement et de la prise en soin de la personne. La gériatrie, c'est une discipline globale donc, et à plusieurs niveaux. Et maintenant, si on fait un grand zoom en avant, en allant à l'intérieur du patient gériatrique lui-même, eh ben, on voit que ça continue d'être une pratique globale. En gériatrie, on n'est pas spécialiste d'un organe en particulier. On doit avoir des connaissances en pathologie des différents organes du patient âgé, on doit avoir connaissance du vieillissement des différents organes et surtout connaissance de leur collaboration les uns avec les autres, savoir quels vont être les effets les uns sur les autres. Et on voit d'ailleurs apparaître de plus en plus des sous-spécialités au sein même de la gériatrie, que ce soit la cardiogériatrie, la néphrogériatrie, la neurogériatrie, ce qui va venir appuyer le caractère spécifique des pathologies propres au sujet âgé et en tout cas la spécificité de la présentation clinique des pathologies chez le sujet âgé, mais aussi le caractère spécifique de leur prise en charge.
Alors, dans le cadre toujours de cette vision globale, je voulais faire avec vous un petit focus sur l'importance de connaître les éléments d'histoire de vie de la personne. Parce qu'en réalité, on se rend compte qu'il n'est vraiment pas rare que les habitudes de vie de la personne viennent influencer les manifestations dans son comportement, dans ses réactions. Et si nous avons connaissance de son passé, ça peut très souvent nous aider à éclairer son présent. Et c'est d'autant plus vrai, ça, chez les personnes âgées qui souffrent de troubles neurocognitifs, pour lesquels on décrit le phénomène de plongeon en mémoire rétrograde. Ce phénomène de plongeon en mémoire rétrograde, il consiste pour le patient à être littéralement immergé dans sa tête dans une période antérieure de sa vie. Jean-Claude Montfort, qui est un gérontopsychiatre, il parle, lui, de champignons du passé dont les spores viendraient germer dans le présent. Donc, pour vous donner une petite illustration de la place de l'histoire de vie dans le présent des patients âgés, je voulais vous parler du cas d'une résidente que j'ai connue qui m'a particulièrement marquée. Donc, cette dame, je l'avais connue dans un des EHPAD dans lequel je travaillais. Et systématiquement, en fin d'après-midi, à peu près toujours à la même heure, elle se postait devant la porte de sortie de l'établissement. Elle cherchait à sortir, mais comme elle se déplaçait en fauteuil roulant, de toute façon, elle n'était pas très rapide. Il y avait toujours un soignant pour la réorienter vers son unité. Elle n'arrivait jamais à sortir réellement. Mais elle insistait, disait qu'il fallait absolument qu'elle s'en aille. Et quand on cherchait à la réorienter, ça faisait monter la tension et elle pouvait finir par être franchement agitée. Et ça pouvait être très problématique, très compliqué, la prise en soin de cette dame en fin de journée. Et un jour que l'équipe me parlait du énième épisode d'agitation de cette dame, il nous vient l'idée, avec ma collègue psychologue, de nous plonger dans son livret d'histoire de vie. Et on a eu de la chance parce que les enfants de cette dame étaient vraiment bien présents et ils avaient bien renseigné ce livret. Et donc, on lit son histoire de vie et puis il n'y a rien qui nous vient de particulier. Mais bon, on se dit qu'on va continuer à l'observer, continuer à réfléchir. Et puis, quelques jours passent. Et un après-midi, en partant de l'établissement, je me trouve face à cette dame devant la porte, face à elle, elle avait le visage vraiment franchement contrarié. Et je me dis, voilà, mince, voilà, elle va vouloir partir. Moi, j'ai besoin de partir. Elle va vouloir partir avec moi. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas mon téléphone avec moi. Je ne peux pas appeler les collègues. Comment je vais m'en sortir? Donc, bref, comme prévu, je passe à côté. Elle m'interpelle et elle me dit, il faut que j'y aille. Je vais être en retard. Alors là, ça pique ma curiosité. Je lui demande, mais en retard pour aller où? Et elle me répond, bah, je suis de garde ce soir. Il faut que je file parce que sinon, je vais être en retard pour la relève de la collègue. Et alors là, le livret d'histoire de vie, il m'est revenu en pleine figure, il m'est revenu de plein fouet. Et quand elle était en activité, en fait, cette dame, elle était sage-femme. Donc tous les soirs, cette dame, elle allait à l'accueil de l'établissement parce qu'elle pensait qu'elle avait sa garde à prendre et qu'elle allait rater l'horaire de sa garde. Et en fait, c'est pour ça qu'elle cherchait désespérément à sortir. Donc là, bon, je réfléchis pas trop longtemps et je saisis la première idée qui me vient, et en croisant les doigts pour que ça marche, et je lui réponds que sa collègue a appelé pour dire qu'elle avait échangé sa garde avec elle. Et bien, ça a marché. Tout d'un coup, elle a changé de visage. J'ai senti tout de suite un soulagement, en fait, à la seconde où je lui ai dit. Et quand je lui ai proposé de la ramener dans son service, elle a accepté. Donc voilà, après, par la suite, on n'a pas abusé du stratagème, on ne lui disait pas ça tous les soirs, mais n'empêche, ça nous a donné des clés de compréhension pour savoir comment la gérer en fin de journée, cette dame. Voilà, tout ça pour vous dire que si on prend le temps de connaître l'histoire des gens, savoir d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, où ils ont grandi, et ben, ça peut beaucoup nous aider dans l'accompagnement de leur présent, et notamment pour la prise en soin des patients, encore une fois, qui présentent des troubles cognitifs, mais pas que. Voilà. Et à ce sujet, je vous recommande cette très belle BD donc, de Séverine Vidal, dans laquelle on suit l'entrée en EHPAD de l'héroïne qui s'appelle Yvonne et qui va justement rencontrer une résidente qui présente ce phénomène de plongeon dans le passé, qui sont très joliment illustrés dans la BD. Alors, on va passer maintenant à la façon de réfléchir face aux situations gériatriques. Le raisonnement gériatrique face à une décompensation d'un sujet âgé, il a été conceptualisé dans les années 80 par Jean-Pierre Bouchon, qui était un gériatre français génial, qui en plus d'être un super médecin et enseignant, était quelqu'un de particulièrement drôle. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir cours avec lui quand j'étais interne en gériatrie. Et j'ai donc pu entendre de sa bouche sa théorie du 1 + 2 + 3.
Ce concept, il est redoutablement efficace et limpide pour aborder la plupart des situations cliniques en gériatrie. Sa simplicité, elle présente l'avantage d'être un excellent outil pédagogique auprès des soignants en gériatrie, mais c'est aussi une très très bonne façon d'expliquer aux patients et à son entourage les mécanismes à l'œuvre dans les pathologies du grand âge. Donc, dans cette théorie, on va commencer par définir les éléments en présence. Là, le 1, c'est l'organisme vieillissant, c'est-à-dire l'état de base. Le 2, ça va être la maladie chronique, qui va agir comme un accélérateur. Et le 3, ça va être le facteur aigu, c'est-à-dire le facteur aggravant. Et ces trois éléments, lorsqu'ils sont combinés, ils vont conduire à une situation de crise, à une situation de décompensation clinique. Voilà, donc sur ce graphique, on porte en abscisse l'âge du patient, à l'horizontale donc, et en ordonnée, à la verticale, on porte la fonction de l'organisme ou d'un organe qui va de 0 à 100%. La ligne droite, elle représente le seuil en deçà duquel, au-dessous duquel l'organisme ou l'organe il va décompenser, c'est-à-dire qu'il va passer en dessous de son seuil de défaillance. La courbe 1 en bleu, elle représente les effets du vieillissement sur la fonction. Donc vous voyez que cette courbe, elle baisse, mais sans jamais atteindre le seuil de défaillance. Ensuite, on a la courbe 2 en vert, qui représente l'effet d'une ou de plusieurs pathologies chroniques qui viennent s'ajouter aux effets du vieillissement. Ça peut être une cardiopathie, ça peut être une insuffisance rénale, une maladie d'Alzheimer, toutes sortes de pathologies. Et avec le temps qui passe et leur évolution, ces pathologies chroniques, elles peuvent conduire au seuil de défaillance. Et puis ensuite, on a la courbe 3 en rouge qui représente l'effet d'un facteur aigu de décompensation, un facteur précipitant, qui va faire plonger la fonction sous le seuil de défaillance. Et ce facteur précipitant, ça peut être un stress aigu, donc une infection, un saignement, bref, une pathologie aiguë en général. Et ce qui est intéressant avec ce facteur 3, ce facteur précipitant, c'est que potentiellement, il est curable. C'est-à-dire que c'est celui, justement, sur lequel on va peut-être avoir un moyen d'agir, en tout cas si on s'y prend à temps, pour tenter de repasser au-dessus du seuil de défaillance. Alors maintenant, il y a différentes combinaisons possibles pour le 1, le 2 et le 3. Ces différentes combinaisons, elles vont avoir des issues différentes. Pour commencer, le 1 seul, c'est en gros c'est la situation du vieillissement normal, usuel, avec une baisse des performances au fil du temps, mais sans jamais atteindre le seuil de défaillance. Ensuite, on a le 1 plus 2 qui cumule les effets du vieillissement avec ceux d'une pathologie d'organe, une pathologie chronique, qui va avoir une évolutivité plus ou moins rapide. Dans ce cas de figure, on n'aura pas de guérison possible, mais en revanche, on peut obtenir une stabilisation, un adoucissement de la pente, si on prend en charge la pathologie chronique et qu'on arrive à freiner son évolutivité. La défaillance, bien entendu, elle est possible, mais elle va mettre plus de temps à survenir. On a aussi le 1 plus 3, dans lequel le facteur précipitant, s'il est suffisamment important, suffisamment brutal, intense, il va pouvoir entraîner une baisse brutale des performances susceptible de faire atteindre le seuil critique de défaillance. Et dans ce cas, la guérison, elle est possible si on prend en charge le facteur 3 de façon rapide et efficace. Et enfin, on a le 1 plus 2 plus 3, où on cumule le vieillissement, la pathologie chronique et le facteur aigu précipitant, qu'on appelle aussi une cause intercurrente. Et dans cette combinaison, si on s'occupe du facteur 3, on peut faire remonter les performances au-dessus du seuil de défaillance. Dans le meilleur des cas, on arrivera à retourner à la pente antérieure qui correspondait au 1 plus 2. Dans un cas moins favorable, la personne va garder potentiellement des séquelles et on remontera alors vers une pente qui aura été un peu accentuée par l'événement intercurrent par rapport à la pente antérieure. Cette théorie du 1 plus 2 plus 3, une fois comprise, une fois intégrée, elle est en mesure d'éclairer toutes les situations cliniques en gériatrie. C'est un outil de réflexion diagnostique essentiel pour nous. Pour que vous voyez que ce principe de pensée, il peut s'appliquer à des situations vraiment très diverses, on va regarder ensemble quelques exemples. Je vous ai mis là 3 exemples pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne dans la vraie vie. Mais en fait, vraiment, on pourrait s'amuser à reprendre plein de situations cliniques de la même façon. Donc déjà, si on part sur la décompensation cardiaque, sur le mode infarctus du myocarde.
On va partir d'un cœur vieillissant sur lequel va venir se greffer, par exemple, une maladie coronaire, c'est-à-dire la cardiopathie ischémique ou ce qu'on appelle angine de poitrine dans le langage courant. Et avec un facteur précipitant qui peut être une anémie aiguë, c'est-à-dire un manque brutal de globules rouges du fait, par exemple, d'une hémorragie sur un ulcère de l'estomac. Comme les globules rouges sont responsables d'alimenter tout l'organisme en oxygène, quand il n'y en a pas assez, ça va entraîner une souffrance du muscle cardiaque et un infarctus. Ensuite, on peut prendre l'exemple de la décompensation rénale sur un mode insuffisance rénale aiguë. On va partir du rein vieillissant, sur lequel va venir se greffer une insuffisance rénale chronique liée à une mauvaise irrigation vasculaire, par exemple, suite à de l'hypertension artérielle, et avec comme facteur précipitant, comme facteur 3, une déshydratation, qui va là aussi faire souffrir le tissu rénal et entraîner une acutisation, une aggravation de l'insuffisance rénale. Un dernier exemple, avec la décompensation cérébrale sur le mode agitation aiguë. On part d'un cerveau vieillissant sur lequel vient se greffer une maladie neurocognitive comme la maladie d'Alzheimer, et avec comme facteur précipitant un urticaire ou une éruption cutanée avec des démangeaisons. Et le prurite, les démangeaisons, vont générer une gêne, une irritation, qui vont venir aggraver les difficultés de fonctionnement cérébral et générer un état d'agitation aiguë. Si vous pensez un tout petit peu à l'état dans lequel vous êtes quand vous avez une forte démangeaison, vous arrivez franchement difficilement à penser à autre chose et pourtant vous avez un cerveau qui fonctionne bien. Alors je vous laisse imaginer quand vous n'avez plus la possibilité de vous faire comprendre par les mots à quel point ça peut être perturbant. Donc maintenant qu'on est aguerris tous ensemble à l'exercice du 1 plus 2 plus 3, on va voir un autre principe que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui de la cascade gériatrique que j'ai sous-titré « Jusqu'ici, tout va bien ». La cascade gériatrique, pour faire simple, c'est le principe selon lequel, en gériatrie, avec un patient âgé, une catastrophe n'arrive jamais seule. En effet, chez le patient âgé, on va très très souvent voir s'enchaîner en fait une succession de 1 plus 2 plus 3. En fait, on va partir d'un 1 plus 2 plus 3 initial, ici la situation A, et cette situation A, et donc la situation de décompensation initiale, elle va constituer le facteur 3 d'un autre 1 plus 2 qui est déjà présent chez le patient. Ça va nous donner un nouveau 1 plus 2 plus 3, la situation B. Et puis, vous avez compris maintenant, à la situation B, ça va être le facteur 3 d'un autre 1 plus 2, ça va conduire à la situation C, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, jusqu'où, si on ne fait rien, franchement, très souvent, ça peut aller jusqu'à l'issue fatale. Alors, avant de finir le webinaire, je voulais aborder avec vous une dernière notion qui tient une place importante dans la réflexion en gériatrie et qui concerne la prescription médicamenteuse. La prescription médicamenteuse chez le sujet âgé, elle n'est jamais anodine et elle repose sur un équilibre très fragile entre les bénéfices attendus d'un traitement et les risques encourus. Dans les cas favorables, ce que l'on attend lorsqu'on prescrit un médicament à un patient, c'est une amélioration de sa qualité de vie et c'est une réduction de sa morbimortalité, c'est-à-dire une réduction des effets des maladies et une réduction du risque de mourir lié à ces maladies. Dans les cas défavorables, les risques encourus sont la survenue d'effets secondaires du traitement prescrit et l'effet délétère, l'aggravation des autres maladies que présente la personne. Quand on prescrit un médicament, on est toujours dans ce difficile exercice d'équilibriste, et c'est d'autant plus vrai chez le patient âgé, du fait des phénomènes d'interdépendance des organes entre eux et de la cascade gériatrique qu'on a vu un tout petit peu plus tôt. Donc la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse, elle tient une place importante en gériatrie et dans la réflexion du gériatre face à son patient. Alors la iatrogénie, c'est quoi? C'est l'ensemble des effets délétères liés à la prise des médicaments. Et c'est une problématique qui est fondamentale avec des effets importants, notamment en matière d'hospitalisation, puisqu'il y a 10% des hospitalisations de sujets âgés qui sont liées à une cause iatrogénique. Et ce chiffre, il monte à 20% pour les sujets au-delà de 80 ans. Et on estime que pour ces hospitalisations d'origine iatrogène, plus de la moitié seraient évitables. Alors, parmi l'arsenal thérapeutique face à un sujet âgé, il y a deux catégories de médicaments qui vont particulièrement attirer notre attention.
On a les médicaments potentiellement inappropriés, les MPI, qui sont globalement ceux pour lesquels le rapport bénéfice-risque semble défavorable ou bien pour lesquels l'efficacité est douteuse, avec l'existence d'une alternative thérapeutique qui est plus sûre, qui est mieux connue chez le sujet âgé. Et puis d'autre part, on a les médicaments à marge thérapeutique étroite, les MTE, qui sont ceux pour lesquels les concentrations toxiques sont proches des concentrations efficaces. Et avec cette catégorie de médicaments, le problème, c'est que la moindre variation de concentration, que ce soit parce qu'on modifie la dose ou parce qu'il y a une variation des capacités d'élimination de l'organisme, notamment par le rein. Donc cette moindre variation de concentration, elle va entraîner un changement du rapport bénéfice-risque et elle va pouvoir faire basculer le patient en zone dangereuse avec un fort risque de iatrogénie. Et alors, dans la prescription chez le sujet âgé, on distingue 3 situations, 3 modes de prescription problématiques. Pour commencer, on a l'underuse ou sous-utilisation, si on veut tenter une traduction, qui va correspondre au fait de ne pas prescrire un médicament qui pourtant serait indiqué pour la personne au regard de ses pathologies et pour lesquelles l'efficacité de la molécule a été démontrée. Ensuite, on a 2 situations qui sont celles qui vont poser le plus problème sur la question de la iatrogénie, puisque c'est celles-là qui potentiellement vont être pourvoyeuses d'accidents. Donc on a d'une part le misuse, le mésusage, qui consiste à prescrire une molécule dont la balance bénéfice-risque est défavorable, ou bien pour une utilisation détournée ou à une posologie inadaptée. C'est la situation d'une prescription inappropriée. Donc une précision qui a son importance concernant la prescription à posologie inadaptée, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas que l'excès de dosage qui peut être délétère. Quand on prescrit une molécule à une dose suboptimale, c'est-à-dire en dessous de la dose thérapeutique, ça va exposer la personne en fait aux effets secondaires de la molécule, mais sans pouvoir en espérer les effets bénéfiques. Et puis d'autre part, on a pour finir l'overuse ou excès d'usage, qui consiste à prescrire une molécule qui n'est pas indiquée ou qui n'a pas fait la preuve de son efficacité. Un autre grand principe dans la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé, c'est le start low, go slow. Donc là, tout est dit dans le titre, hein. Il s'agit, au moment d'instaurer une prescription chez un patient âgé, de commencer par de petites doses, souvent inférieures à celles qu'on utilise habituellement chez l'adulte plus jeune, et d'augmenter progressivement jusqu'à atteindre la dose minimale efficace. Alors, suivre ce principe, c'est l'assurance de ne pas faire de bêtises, et puis c'est aussi mettre toutes les chances de notre côté pour que la tolérance et l'adhésion au traitement soient les meilleures possibles. Et puis enfin, pour finir, une préoccupation que nous avons systématiquement à l'esprit quand on prescrit un médicament à un patient âgé, c'est celle de la galénique, c'est-à-dire la forme de présentation de la molécule. Est-ce qu'on va prescrire un comprimé? Est-ce qu'on prescrit une gélule, une suspension buvable? Est-ce que la personne a des troubles de déglutition? Est-ce qu'on est obligé de lui écraser ses médicaments avant de les lui donner? Alors pourquoi est-ce que ça a une telle importance? Là aussi, il s'agit d'une part de se donner le maximum de chances que le patient tolère correctement et adhère à notre prescription, si on répond à ses préférences de prise. Mais il y a aussi un objectif d'efficacité purement lié à la galénique, parce qu'il y a certains médicaments qui ne sont pas destinés à être écrasés et qui peuvent même perdre leur efficacité si les comprimés sont écrasés ou si les gélules sont ouvertes. Pour nous guider dans ce choix de la meilleure galénique, à nouveau, on en revient à la pluridisciplinarité, puisque ce sont les infirmières, ce sont les aides-soignantes qui vont être en mesure de nous dire si la personne avale bien, si l'écrasement est nécessaire, si la personne préfère les formes en gouttes, les formes effervescentes, enfin tout ça. Et une fois qu'on a ces infos, c'est là qu'on va pouvoir faire le choix de la galénique en connaissance de cause, avec toutes les cartes en main. Un outil essentiel dans cette phase de la prescription, c'est d'avoir un guide des médicaments écrasables. Ce guide, il va recenser pour chaque médicament les informations concernant sa présentation, le fait de savoir s'il peut être écrasé ou pas, et aussi les alternatives thérapeutiques possibles existantes. Dans ce domaine, c'est le guide de l'OMEDIT, l'Observatoire des médicaments et dispositifs médicaux et innovations thérapeutiques de Normandie, qui fait référence. Ce guide, il est disponible sur Internet. Il suffit que vous tapiez sur votre moteur de recherche préféré, vous tombez directement sur le document PDF. Petit conseil pratique, en tout cas pour ma part, moi je l'avais toujours téléchargé sur le bureau d'ordinateur du poste de soins infirmiers dans les EHPAD où j'ai travaillé.
Et j'avais montré à mes collègues infirmières comment ça fonctionnait pour qu'elles puissent s'y référer si jamais elles avaient le moindre doute. Et avec le temps, elles avaient pris l'habitude de me signaler quand un résident avait un besoin nouveau d'écrasement ou qu'elles avaient identifié en regardant le guide que ce n'était pas adapté à certains de ces traitements. Elles me le disaient pour que je puisse modifier mes prescriptions en fonction. Et puis, quand il n'y a pas d'alternative thérapeutique, sous une forme qui soit adaptée aux patients, et ça arrive, ça arrive assez souvent, bah, c'est très bien parce que c'est l'occasion de faire une révision d'ordonnance et de se poser la question de savoir quelles sont les priorités thérapeutiques en abordant les choses sous un angle de vision global du patient, une fois de plus, à savoir pas uniquement les indications thérapeutiques formelles, prises de façon isolée, mais en tenant compte de toutes les singularités du patient de façon personnalisée. Donc, on arrive à la fin de notre webinaire. Voilà, j'espère que le petit voyage à l'intérieur du crâne du gériatre vous aura plu, qu'il vous sera utile à l'avenir pour mieux comprendre la façon de prendre en soin les patients âgés auprès desquels vous pourriez être amené à intervenir. Et puis, pour celles et ceux à qui ce webinaire aura tout juste ouvert l'appétit, je vous propose une dernière petite recommandation de lecture avec cette BD assez sympa, éditée par l'association des jeunes gériatres en collaboration avec le collectif The Ink Link. Et dans ce livre qui est paru depuis plus d'1 an maintenant, je pense, vous pourrez suivre les aventures de Rose, c'est la petite dame sur son vélo en couverture, et de ses camarades au travers de 8 vignettes cliniques, vraiment pleines d'humour, pleines de créativité, qui vont retracer les situations emblématiques qui font partie du quotidien en pratique gériatrique. Cette BD, vous pouvez très facilement vous la procurer sur le site dont j'ai mis le lien là sur la diapositive. C'est un excellent outil de familiarisation avec la gériatrie, que ce soit pour les soignants bien sûr, mais aussi pour les patients et les familles de patients. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. On va maintenant pouvoir passer aux questions. Juste, je vous rappelle, n'oubliez pas de bien quitter la vidéo quand vous devrez partir pour que ça ne pose pas de problème sur l'enregistrement du replay. Et puis une dernière petite info aussi, c'est le prochain webinaire, pour celles et ceux qui devraient partir dès maintenant, le prochain webinaire qui aura lieu le 14 mai sur les pathologies cardiaques. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du DAC 74 et sur la page LinkedIn pour avoir toutes les infos concernant les webinaires à venir. Je vais quitter la présentation pour retourner. J'arrive à retrouver une souris. Faut que je clique. Ça y est. Hop. Et arrêter le partage. C'est bon, on ne voit plus que moi à l'écran, c'est ça? Bon. Et puis, bah, feu pour les questions, alors du coup. Je vois la conversation déjà, mais... Alors, il y a une question, l'étape 3 peut-elle être liée à un événement, à une entrée en établissement, au décès d'un proche? Bah oui, parce qu'en fait, l'étape 3, le 3, c'est tout facteur de stress. Donc oui, bien entendu, même un événement de vie, un stress psychologique, ça peut constituer le facteur 3, d'autant plus, comme je disais tout à l'heure, sur un cerveau qui est abîmé, entre guillemets, qui souffre de troubles neurocognitifs. Tout stress psychologique, ça va pouvoir constituer un facteur 3 sans aucun problème, oui, malheureusement. Et générer souvent des troubles du comportement. Tu évoquais tout à l'heure le livret d'histoire de vie, pour ceux qui ne connaissent pas. Comment ça fonctionne et comment on peut le développer dans une pratique qui n'est pas forcément une pratique EHPAD? Ben, le livret d'histoire de vie, alors l'exemple EHPAD, enfin le modèle EHPAD, ça fonctionne comment? C'est un document qui est donné généralement avant l'accompagnement de la personne, donc avant l'admission. Mais du coup, pour n'importe quel accompagnement, on pourrait imaginer que ça fasse partie des documents qu'on transmet, dans lequel on demande de remplir voilà, tous les événements marquants de la vie de la personne, pas uniquement sur la dernière année, à quelle heure il aimait prendre le petit-déj et qu'est-ce qu'il aimait prendre comme petit-déj, ça c'est utile aussi, hein, bien entendu, mais c'est plus connaître vraiment où est-ce que les personnes ont vécu, quelle profession elles ont exercé,
si elles étaient impliquées dans une vie associative riche, par exemple, ce genre de choses. Et donc ça, quand on a la chance que ce soit bien renseigné, ça permet de personnaliser l'accompagnement. Ça donne souvent des sujets d'accroche avec la personne. Et concrètement, moi, ça m'a éclairé plein de fois sur les troubles du comportement. Je vous ai raconté tout à l'heure l'histoire de cette fameuse résidente qui était sage-femme, mais j'ai connu un monsieur qui se réveillait tous les jours à 3 heures du matin. En EHPAD, hein, toujours, hein. Il se réveillait à 3 heures du matin et puis les soignants n'avaient de cesse qu'il se recouche et puis qu'il finisse sa nuit en disant c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Et en fait, un jour, on discute avec sa fille en lui disant les nuits, c'est compliqué, votre papa, il se réveille toutes les nuits à 3 heures. Et elle nous dit bah oui, mais en même temps, c'est l'heure à laquelle il se réveillait toute sa vie. Parce que ce monsieur, il embauchait à l'usine à, je sais plus, à 5 heures ou un truc comme ça, ou à 4 heures. Donc, il se réveillait à 3 heures, il prenait son petit déjeuner, il partait travailler. Et en fait, on a changé d'approche. Quand il se réveillait à 3 heures, à la suite de ça, eh ben, on lui proposait un petit déjeuner et puis on l'installait dans sa chambre, mais sans chercher forcément à le faire se rendormir. On répondait plus à son rythme à lui. Et après, finalement, il se reposait dans la journée et ça se passait très bien. Et en fait, on générait moins d'agitation, moins d'agressivité en faisant de cette façon-là qu'en cherchant à tout prix à le faire dormir alors qu'il avait passé toute sa vie à se réveiller à cette heure-là. Et si on n'avait pas eu ces éléments-là, eh ben, on aurait probablement continué à dire il a des troubles du sommeil. Il n'avait pas des troubles du sommeil, c'était son habitude de vie. Et du coup, il y a des modèles types organisés par rubrique et Ouais. on visite les différentes rubriques. Oui, c'est Comment on ça. trouve des- Et l'idée vraiment, c'est de le donner suffisamment à l'avance pour aux familles et aux futurs résidents, enfin ou à la personne qu'on va devoir prendre en charge, parce que souvent, on les invite à le faire ensemble. C'est-à-dire que les enfants, quand c'est encore possible, le remplissent avec leurs parents. Ça peut en plus de ça être franchement un moment plutôt agréable où justement, ils se remémorent les événements de vie. Ça fait aussi, symboliquement, c'est un peu aussi un bilan. Cette phase importante où justement ils vont être admis dans un établissement où ils vont passer concrètement les derniers mois ou les dernières années de leur vie. Ça fait aussi un petit regard en arrière sur tout ce qu'ils ont déjà passé. Mais oui, les rubriques, c'est du classique, hein, et le remplissage, ce qu'on aime bien, c'est pouvoir l'avoir au moment où on accueille la personne. Un médecin généraliste et où la personne elle-même peut-il demander un avis gériatrique à distance pour une relecture d'ordonnance? Alors, ici en Haute-Savoie, oui, enfin ici en Haute-Savoie. Sur Annecy, oui. Il y a des séances de relecture d'ordonnance qui sont proposées par le service pharmacie de l'hôpital d'Annecy. C'est sous le mode télé-expertise. Ça se sollicite par Moncisra. Je pense que le nom, ça doit être prévention iatrogénie sujet âgé. Si vous tapez prévention iatrogénie sujet âgé sur Moncisra, vous devez tomber là-dessus. Et donc, on demande une révision d'ordonnance, que ce soit pour un patient à domicile ou en EHPAD. Ce sont les pharmaciennes qui centralisent les demandes de relecture et après la séance, elle est programmée. On propose un créneau au médecin généraliste pour la séance de relecture. Ça se fait à distance, c'est une vingtaine de minutes et où on balaye en fait toute l'ordonnance. En faisant des propositions derrière de modification ou d'adaptation du traitement. Il y a une synthèse qui est envoyée par Moncisra au médecin généraliste qui après met ou ne met pas en place d'ailleurs les modifications qui ont été proposées. Ça, c'est lui qui est décisionnaire derrière. Est-ce que ça peut être demandé par le patient lui-même ou par l'entourage? Dans l'absolu, ça peut être eux qui sont à l'origine, mais il faudra que ça passe par le médecin généraliste parce que de toute façon, si on veut derrière pouvoir faire des modifications, il faut que ça passe par le médecin traitant. Sur la question justement de l'usage des médicaments, Ouais. il y a tout ce qui est le côté prescripteur qu'on entend bien.
Il y a aussi la question de l'observance, Oui, parce que vous pouvez toujours prescrire comme il faut. oui. Voilà. Et comment on peut aménager au mieux ou au moins se rendre compte qu'il y a des problèmes d'observance. Enfin, qu'est-ce qui peut être une aide dans ce point, en particulier chez des gens qui ont un peu des troubles cognitifs. Bah, enfin, la problématique, c'est celle du refus. Pour le coup, ceux qui prennent correctement ne nous posent pas de problème. Faut s'en méfier quand même. Parce qu'en fait, justement, ceux qui posent pas trop de problèmes, on a tendance à se dire, bah, si tout fonctionne bien, on va rien toucher, quoi. Voilà. Et donc, on aura peut-être moins tendance à faire des révisions d'ordonnance. Après, pour ceux qui sont un peu plus dans le refus, il faut se poser la question de pourquoi le refus. Il y a des patients, il y a des personnes, surtout en gériatrie avec la polypathologie, on peut avoir des ordonnances à rallonge avec des quantités de gélules et de comprimés à prendre. Franchement, ça remplace un repas, hein. Donc déjà, rien que ça, quand il y a des refus de prise de traitement, faut déjà regarder ça. Est-ce que la quantité de médicaments à prendre n'est pas problématique? Et pour le coup, si on se rend compte qu'effectivement, il y en a beaucoup, il faut, comme je disais tout à l'heure, en fait, il faut prioriser, hein. Il faut voir quelles sont les pathologies qui sont les plus importantes à prendre en charge. Est-ce qu'il n'y en a pas certains, faut choisir ses batailles. Est-ce qu'il n'y en a pas certaines qu'on a intérêt à laisser un peu de côté, ou est-ce qu'il y a des modifications d'horaire qu'on peut faire aussi pour essayer de répartir un petit peu mieux? Donc ça, c'est une des premières choses. Et ensuite, c'est sur la forme. Là aussi, moi, ça m'amuse toujours beaucoup, mais sur le paracétamol, il y a pas mal de patients qui aiment la forme effervescente. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Certains, ils disent que c'est plus efficace. Quand on leur demande pourquoi, ils trouvent ça plus efficace. Faut respecter ça aussi. En fait, alors pour le respecter, il faut se poser la question déjà. Il faut déjà poser la question au patient de est-ce qu'il a des préférences? Est-ce qu'il préfère du buvable? Est-ce qu'il préfère du comprimé, de la gélule? Voilà. Et puis après, sur le refus, c'est-à-dire le refus dans le cadre des troubles neurocognitifs, ça, c'est des discussions à avoir en collégialité, en équipe, pour savoir quelle est la bonne conduite. Il y a certaines personnes pour lesquelles, éthiquement, ça pose question, mais n'empêche, le fait de dissimuler les médicaments, ça sera la bonne attitude à adopter parce que le besoin des médicaments, il est vraiment indiscutable. Et ça, c'est pas le médecin dans son coin tout seul ou l'infirmière toute seule dans son coin qui va pouvoir décider de si c'est indiscutable. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose à discuter en équipe. Et puis, il y a d'autres fois où, en revanche, le refus doit être entendu et pris en compte dans la prescription. Et donc, ça ne sert à rien de rester campé sur les indications théoriques, purement théoriques. Il faut tenir compte de ce que le patient nous exprime en refusant certains traitements. Mais sur ces situations-là de refus, vraiment, je pense qu'on a toujours intérêt, comme souvent de toute façon en gériatrie, hein, à discuter en équipe et à réfléchir en équipe pour savoir quelle est la meilleure conduite à tenir. Il y a une autre question qui est arrivée. Pour les personnes âgées suivies par plusieurs spécialistes, comment peut-on suggérer une révision du traitement global? Certaines personnes se retrouvent avec une douzaine de médicaments entraînant des interactions de baisse de l'appétit et cascade. Bah, pour les personnes qui ont plusieurs ordonnances de spécialistes, sur la relecture d'ordonnance, c'est quelque chose dont on tient compte justement. Enfin, c'est une question qui est posée quand on organise la séance de relecture d'ordonnance. Donc, par exemple, un médecin généraliste qui justement lui-même aurait du mal à s'y retrouver, enfin, pas qu'il aurait du mal à s'y retrouver dans les médicaments, ça, il sait s'y retrouver, mais aurait du mal à s'y retrouver sur quelle est la priorisation à donner parce qu'il se rend bien compte qu'il y a trop de médicaments sur l'ordonnance et que chaque spécialiste va tirer la couverture à lui en disant si, c'est important de bien traiter le cœur, et l'autre, il va dire si, c'est bien important de traiter le rein. Il peut demander justement la relecture aussi d'ordonnance dans ce sens-là, pour avoir un avis de quelqu'un qui va aller faire la vision globale, la vision en prenant un petit peu de hauteur de vue. Et aussi, dans les relectures d'ordonnance, ça m'y fait penser, c'est pas exactement une réponse à la question, mais ça m'y fait penser. Quand il y a des questions très particulières du médecin traitant sur la prise en charge d'une pathologie, je pense par exemple au diabète, où quelquefois ça peut être compliqué. Il peut aussi l'indiquer quand il fait la demande de téléexpertise, il peut aussi indiquer le fait qu'il a une question bien spécifique
pour que le gériatre qui participe à la relecture d'ordonnance puisse prendre l'avis du spécialiste en amont de la séance de relecture. Donc, ça peut aussi servir à essayer de balayer un petit peu les traitements de spécialité. Il y a des mains levées. Ah non, c'est pas des mains levées. C'est des applaudissements, je crois. Merci, je prends. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir... Il nous reste encore un petit peu de temps. Hein. Et ici, il y a un tout petit peu de temps, tu parlais un peu de l'environnement de la personne, en particulier des familiales, etc. Oui. La question un peu d'actualité, c'est les animaux de compagnie. Oui. Alors, je l'aborderai dans un autre sens, c'est-à-dire, on repère qu'une personne est un peu isolée, encore assez autonome. Est-ce que conseiller un animal de compagnie, c'est une bonne idée? Et est-ce qu'il y a des études qui montrent une amélioration de la qualité de vie, le fait d'avoir à s'occuper de quelqu'un? Ou est-ce que c'est créer une contrainte supplémentaire et du coup mettre tout le monde en difficulté? Alors, j'ai plein d'avis sur... Enfin, j'ai beaucoup de choses à dire sur la question. On va peut-être pas justement toutes les dire, mais déjà, la question des animaux de compagnie, là, on en entend parler à la télé. C'est un non-sujet, en fait, hein, parce que ça se fait déjà d'accueillir les animaux de compagnie en EHPAD. On n'a pas attendu que... Je sais pas où ça s'est discuté, d'ailleurs, si c'est à l'Assemblée ou quoi. Enfin, bon, voilà. On n'a pas attendu ça pour le faire. Sur les études, donc voilà, ils sortent ça, de mon point de vue, ils sortent ça pour ne pas parler des véritables problématiques en EHPAD, mais c'est un autre sujet. Sur les études, je sais que chez le sujet âgé, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a des études spécifiques par rapport à la qualité de vie et le bien-être du sujet âgé quand il a un animal de compagnie. Chez les personnes plus jeunes, il me semble que ça a été démontré, l'effet bénéfique d'avoir un animal de compagnie, notamment sur le niveau de stress, je pense même sur les maladies comme la dépression, des choses comme ça. Mais je ne sais pas si ça existe chez le sujet âgé spécifiquement. Après, la médiation animale, quand on sait les effets bénéfiques que ça peut avoir, on peut supposer que d'une manière un peu plus générale, avoir un animal, oui, c'est quelque chose qui est bénéfique. Hein. Après, le problème en EHPAD, c'est de pouvoir s'en occuper des animaux. Donc oui, est-ce qu'on peut le conseiller à quelqu'un qui va entrer en EHPAD? Je ne sais pas. Non, pas quelqu'un qui va entrer en EHPAD. Ou à quelqu'un qui est à domicile, mais c'est un peu comme le médicament, il y a bénéfice-risque, c'est-à-dire est-ce que c'est quelqu'un qui risque de chuter parce que le chat va lui passer entre les pattes, ou oui, l'amener à sortir, ou financièrement le mettre un peu en difficulté parce que c'est aussi un coût, un animal de compagnie. Il faut tenir compte de tous ces facteurs-là. Mais si ces facteurs-là sont au vert, clairement, oui, c'est des choses qui peuvent être... Quelqu'un qui est isolé, par exemple, ça peut vraiment faire une compagnie, oui. Et juste sur les traitements, est-ce qu'il y a des types de traitements qui doivent particulièrement attirer l'attention des soignants pour les risques justement de marge étroite en particulier? Alors, le principal, je dirais, c'est les anticoagulants. En tout cas, parce qu'après, la liste, c'est au médecin, en fait, d'avoir ça en tête. C'est plus une question, c'est au médecin que revient la responsabilité d'avoir ça en tête. Après, les soignants, s'ils veulent avoir un œil un peu averti, celui sur lequel ils doivent être vigilants, c'est sur les anticoagulants. Et aussi parce que le fait que les anticoagulants, il y a aussi des associations avec d'autres médicaments qui vont venir déséquilibrer l'anticoagulation. Mais une fois qu'on a dit ça, on a tout et rien dit. Hein, parce que oui, OK, ils vont savoir qu'il y a une vigilance à avoir, mais ce n'est pas eux qui vont pouvoir l'avoir puisque ça passe par des surveillances qui sont réalisées par le médecin. Et ensuite, une deuxième grande classe dans ceux qu'on utilise assez largement et que tout le monde a un peu en tête, c'est les antibiotiques. Il faut avoir en tête que les antibiotiques
souvent, ils ont une adaptation. Normalement, on doit adapter la dose d'antibiotiques à la fonction rénale et que c'est, en pratique générale, pas toujours fait. Déjà parce qu'il faut avoir connaissance de la fonction rénale du patient, enfin de la personne, et qu'on n'a pas forcément toujours une fonction rénale récente. Parce qu'une fonction rénale d'il y a 1 an, clairement, chez un patient de 80 ans, elle n'a pas, enfin voilà, elle a plus d'intérêt. Il faut avoir une fonction rénale de moins de 3 mois, on va dire. Et idéalement même une fonction rénale du moment même, parce que quand il y a un épisode aigu, potentiellement, il y a une variation du fonctionnement du rein. Donc les antibiotiques, c'est aussi une autre grande classe de médicaments sur laquelle il faut avoir une vigilance. Mais encore une fois, les infirmières, par exemple, ou les aides-soignants qui donnent les antibiotiques à la personne, elles n'ont pas de moyen de savoir si ça a été prescrit correctement ou s'il faut surveiller et comment. Ça, c'est plus une affaire de docteur. Sur les anticoagulants, même si le médecin a bien prescrit les surveillances, parfois les patients ne le font pas. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut être, je pense, particulièrement attentif en tant que soignant, en tout cas. Ouais, et là, pour le coup, on rejoint la question de comment est-ce que, enfin, par rapport à l'adhésion au traitement, l'observance du traitement. C'est pareil, un patient qui rechigne à faire ses contrôles d'INR, par exemple, alors ça se voit de moins en moins parce que maintenant, il y a quand même de plus en plus de personnes qui ont les anticoagulants oraux, qui n'ont pas besoin, c'est pas des AVK. Mais pour ces personnes qui rechignent à faire les INR, enfin les contrôles de, faut se poser la question en fait. Il faut se poser la question de est-ce que vraiment c'est le bon choix de traitement et on n'en discute peut-être pas assez avec le patient. Au-delà du traitement, qu'est-ce que ça va supposer derrière dans sa vie de tous les jours, les surveillances. Cette invitation à communiquer, je pense que c'est un réel constat, c'est-à-dire que 40% des patients qui sont sur de l'observance et pas que chez les personnes âgées. Ouais. Donc, ça, c'est une chose. Et souvent, ils vont peut-être le dire à l'infirmière ou à l'auxiliaire de vie, mais ils ne vont pas du tout le dire au médecin médecin. Et du coup, ça nécessite de réfléchir ces circuits de communication et comment on fait retour. Et si on fait retour au médecin, est-ce qu'on risque de perdre la confiance du patient? Parce que c'est aussi ça, souvent, l'inquiétude qui est derrière. Mais si on ne dit pas au médecin, lui, il continuera à prescrire ce qu'il pense que la personne prendra et qu'elle ne prendra que partiellement ou parfois pas du tout, quoi. Je pense qu'une chose qu'on peut faire quand on est une infirmière et qu'on se rend compte que le patient a un problème, en gros, pour le généraliser, a un problème avec l'observance sur un médicament où on sent bien qu'il n'y a pas l'adhésion. C'est l'encourager. Après, c'est sûr que ça dépend de la relation que le patient entretient avec son médecin, de la confiance qu'ils peuvent avoir ensemble, mais c'est vraiment l'encourager. Le médecin, il ne va pas prendre personnellement le fait que le patient lui dise « Vous savez, docteur, moi, ce médicament-là, je n'ai pas trop envie ou ça me casse les pieds. » Je pense que les patients se font souvent, beaucoup plus souvent, tout un monde de comment mon docteur va réagir, alors que, en fait, le médecin ne prend pas mal le fait que le patient puisse exprimer ses préférences, ses envies ou pas de suivre une proposition thérapeutique. Ça devient de plus en plus vrai. En plus de ça, maintenant, c'est vraiment le patient, il est mis au cœur justement de la décision face à une proposition de soins, de traitement. Maintenant, on a tous en tête le fait que c'est quand même le patient à qui revient la décision. Donc, l'infirmière qui se rendrait compte de ça, moi, j'ai envie de lui dire, il faut qu'elle encourage le patient à dire, vous savez, ça, il faut que vous le disiez à votre docteur à la prochaine consultation et le rassurer sur le fait que le docteur ne va pas se fâcher et que le docteur, de toute façon, lui, ce qui compte pour lui, c'est de savoir en quoi il peut être utile au patient et de la manière la plus efficace possible. Voilà. Un sujet un jour à traiter, c'est l'apparition de troubles anxieux chez la personne âgée et justement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire et en termes de prescription, qu'est-ce qui peut être mis en œuvre? Parce que je pense vraiment aussi à la prescription progressive dont tu parlais. Et typiquement, enfin, je pense que c'est aussi un médicament qui peut avoir un certain nombre de répercussions sur la santé générale de la personne, qui ne doit pas être pris à la légère. C'est pas juste un anxiolytique comme ça. Non, c'est sûr, ouais.
Oui, c'est sûr. Puis bon, les anxiolytiques, enfin les benzodiazépines qui sont les principaux anxiolytiques utilisés, c'est pourvoyeur de chute. Enfin, oui, c'est pas du tout sans conséquence. Après, sur l'anxiété du sujet âgé, ce qui est souvent dommage, c'est quand on prend le temps de discuter avec la personne sur qu'est-ce qui déclenche l'anxiété potentiellement. Enfin, voilà. Très souvent, la réponse, elle pourrait être non médicamenteuse. S'il y avait suffisamment de personnes pour être auprès d'elle quand elle a besoin d'être réassurée, ou que le contexte s'y prêtait, s'il y avait moins d'isolement, des choses comme ça. Et en fait, souvent, on est amené à prescrire un médicament parce qu'il faut bien quand même apaiser la personne qui clairement est dans un état de mal-être, alors on est, nous, convaincus quand on prescrit que c'est pas la première option thérapeutique possible. Il y aurait une autre option thérapeutique, mais non médicamenteuse. Mais comme on n'a pas les moyens de la mettre en œuvre, eh ben, on met en œuvre ce qu'on peut. Et avec des effets secondaires pour le coup. J'ai l'impression que tout le monde est en train de quitter la conversation, donc je pense que c'est la fin. Et pour ceux qui sont encore restés, merci beaucoup de votre participation. Et puis, très bonne journée et à bientôt.